Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans un objet un peu particulier, un objet qui nous a vraiment beaucoup touchés. Oui, c'est vrai. C'est pas un livre, c'est pas un film. Non, c'est plus intime. C'est le texte d'une chanson, mais avec quelque chose en plus qu'on a rarement. Les notes de son auteur. Un certain Francis l'artiste. Exactement. Sur sa propre création, la chanson, elle s'appelle Laisse tomber le romantique. Le titre, déjà, ça plante le décor. Ah oui, on dirait le conseil d'un ami, tu vois, un peu pressant mais bienveillant. Notre mission aujourd'hui, ça va être de déplier ce texte, de le lire vraiment comme un poème. Pour essayer de comprendre la mécanique des sentiments qu'il décrit. C'est ça. Comment on passe de l'euphorie totale à la douche froide. C'est une sorte d'autopsie, en fait, d'une certaine idée de l'amour. Et c'est un vrai cadeau d'avoir ces notes de l'auteur. Vraiment. Parce que du coup, on ne fait pas qu'interpréter, on touche du doigt l'intention, l'étincelle de départ. L'origine. Voilà. Il nous dit d'ailleurs que tout est parti d'un poème. C'était sa toute première tentative d'écrire une chanson. Il y a donc une sorte de fragilité là-dedans, une mise à nu. Oui, c'est très pur comme démarche. Et la source, elle est très concrète, très humaine. Il parle de l'expérience d'une de ses amies qu'il voyait s'épuiser dans ce qu'il appelle la quête impossible du prince charmant. Ah, le fameux. Le fameux. Et il relie ça à l'enfance, à la vision de la petite princesse à son papa. Bon, le décor est planté. On est vraiment au croisement de l'intime et de l'universel. C'est exactement ça. Alors, allons-y, plongeons. Le texte démarre sur les chapeaux de roue. C'est la montée de la passion décrite de façon presque clinique, très physique. Je lis les premiers vers. La passion sur les lèvres, la passion nous entraîne, le feu dans le cœur, le feu dans la tête. Le feu, tout de suite. On est tout de suite dans le rouge, littéralement. L'image de la combustion est partout, elle est prolongée par la couleur. Du rouge sur les joues, du rouge dans le cou. C'est un embrasement généralisé. Et qui arrive sans prévenir. Sans prévenir. En un instant, n'importe où, c'est la foudre. Ce qui est fascinant, c'est qu'il ne présente pas ça comme une rencontre, c'est plutôt un réveil. Il est écrit « Le romantique se réveille et notre âme s'élève ». Le romantique avec un R majuscule. Oui, comme un personnage. Une entité qui dort en haut et qui, paf, s'active. L'idée, c'est que le germe de la passion, il est déjà en nous. Il n'attend qu'une étincelle. Et cette activation, elle nous fait basculer. Complètement. On perd le contrôle, mais c'est presque désiré. Le sommeil s'enfuit, on dit bonjour à la nuit. Une folie nous entraîne jusqu'à en être étourdi. C'est une ivresse, un vertige. Et c'est là, au sommet de cette ivresse, qu'arrive le coup de massue, le refrain. C'est une rupture de ton incroyable. On passe de la poésie enfiévrée à un manuel de self-défense sentimentale. C'est très direct, écoutez la crudité des mots. Laisse tomber le romantique, c'est un truc, une tactique, un piège pour les fanatiques. Un truc, une tactique, un piège. On est dans le vocabulaire de la manipulation, de l'arnaque presque. C'est ça, il fait voler en éclats sa propre imagerie. Et le portrait du romantique, c'est celui qui promet l'impossible. Celui qui dit toujours « je te promets les jamais pour toi mon amour », l'éternité comme appât. Et la chute, forcément, est aussi brutale que la montée. Le texte bascule alors dans la mécanique de la dépendance. Il écrit « puis le vide au fond de toi, l'oxygène manque ». L'autre devient vital. Oui, l'autre, c'est l'air qu'on respire. Et là, la métaphore devient clinique, celle de la drogue. Alors, comme drogué, tu deviens un patient. L'amour passionnel est une maladie, un nerf à effet éphémère qui finit par nous asphyxier. C'est terrible. Et la conclusion de cette phase est glaçante de lucidité. Mais si haut tu es monté que tu ne vois qu'un gouffre. L'extase mène mathématiquement au vide. C'est le prix à payer. C'est un tableau assez sombre, cette montée euphorique puis la chute brutale. On pourrait s'arrêter là, sur un constat de déception amoureuse assez classique. Mais l'auteur nous emmène plus loin, n'est-ce pas? Oui, et heureusement. Il semble dire que le problème est plus profond. Il en cherche la cause. Exactement. C'est là que le texte bascule. On passe d'une critique personnelle à une critique culturelle. C'est peut-être le premier grand enseignement de ce texte. L'auteur ne blâme pas une personne, il blâme un système. En gros, le problème, ce n'est pas votre ex, c'est Hollywood. C'est un peu ça, oui. Voici le passage clé. On aime le romantisme, c'est la preuve de notre amour, dans nos sociétés consuméristes, des formats Hollywood. C'est une charge contre cet imaginaire collectif, préfabriqué, vendu comme un produit. C'est une idée assez radicale quand on y pense. Ça veut dire que la responsabilité de cette euphorie, mais aussi de la chute, elle nous revient en partie. Mais est-ce que c'est pas un peu dur? Ça enlève toute la magie de la rencontre, non? On transforme ça en une sorte de projection narcissique?
C'est une excellente question. Et l'auteur y répond de manière très frontale. Il dit que cette sensation de perdre pied, cette exaltation qui nous fait exister, elle ne vient pas vraiment de l'autre. Ah, La ligne qui fait tout basculer, pour moi, c'est celle-ci. elle ne vient pas de l'autre, elle est en nous, là, à nos côtés. C'est une invitation à reprendre le pouvoir, à comprendre que c'est nous les producteurs de nos émotions. L'autre ne serait qu'un déclencheur. Un magnifique prétexte. Peut-être. Mais le film se joue à l'intérieur de nous. Ce n'est pas forcément enlever la magie, c'est peut-être la localiser au bon endroit. La magie, c'est notre propre capacité à ressentir ça. Vu comme ça, oui, ça change toute la perspective. On n'est plus une victime passive de la flèche de Cupidon, mais un acteur, ou un metteur en scène même. Et c'est là que le texte ouvre une autre porte, sur une autre vision de l'amour. Oui, une vision moins spectaculaire peut-être, mais plus durable. Il propose de sortir du modèle unique, je cite, « L'amour ne s'exprime pas dans une seule langue. Il ne prend pas une forme, il est le monde. » C'est une bouffée d'air frais, cette phrase. Complètement. On sort de la cage, même si elle est dorée, du couple fusionnel. On explore un amour beaucoup plus vaste, l'amitié, la nature, l'art. Et il conclut avec une mise en garde que je trouve très puissante. Il dit que limiter l'amour à cette vision romantique, exclusive, ultime, fait de nous des agneaux plutôt que des victimes. Des agneaux. L'image est terrible. Personne n'a envie d'être un agneau. C'est presque plus dégradant qu'une victime, parce que ça implique une passivité consentie. La victime subit, l'agneau suit le troupeau. Docilement. Voilà, on marche gentiment vers l'abattoir sentimental, comme vous disiez, en croyant que c'est le bonheur. Ça fait écho à son ami. Le texte lui dit, en somme, « cesse d'être un agneau ». Précisément. Alors, si la passion hollywoodienne est un piège qui fait de nous des agneaux, quelle est l'alternative? Est-ce qu'on reste sur ce constat un peu cynique? Heureusement non. La fin du texte est une proposition. Oui, c'est une autre voie possible. Une véritable philosophie de vie qui se dessine. L'auteur met le doigt sur l'erreur fondamentale qu'on commet tous. Il écrit « On en fait tout un but, et c'est bien là notre malheur. L'amour n'est pas une cible, il vient de l'intérieur. Tout est là-dedans. » Tout est là. Cette course effrénée à trouver l'amour, comme on cherche un trésor qui va nous compléter. Ce serait ça la source de notre souffrance. C'est un changement complet de paradigme. On passe d'une logique de la quête, qui est une logique du manque, Il me manque quelque chose. voilà, à une logique de l'offrande, qui est une logique de l'abondance. L'amour n'est plus une destination, mais, je cite, un chemin, un voyage. Et les derniers conseils sont d'une simplicité, désarmante. Alors ne cherchez plus, mais donnez avec joie ce surplus, ce trop-plein, gâché tant de fois. C'est magnifique. L'idée, c'est de cultiver son propre jardin intérieur, de se remplir soi-même de joie, de paix, jusqu'à ce que ça déborde. Et c'est ce trop-plein, ce surplus qu'on peut alors partager, sans rien attendre. Et ce qui est beau, c'est que ça rejoint ce qu'il dit dans ses notes. Il insiste, il dit qu'il ne veut pas donner la leçon, juste proposer son point de vue. Et son point de vue, c'est que le bonheur est dans ce don. La toute dernière phrase du texte, elle résume tout avec une poésie. Ce chemin, ce point de vue, c'est le ru du bonheur. Le ru, le petit ruisseau? Oui, on est à des années-lumière du feu dévorant du début. On est passé de l'incendie qui détruit à la source qui irrigue et qui donne la vie. C'est un parcours de sagesse complet. Et pour boucler la boucle, il y a cette confidence touchante dans ses notes. Il dit qu'en relisant les derniers couplets, il s'est surpris à les dire un peu comme un rap ou comme un slam. Et il ajoute cette prise de conscience. Je pense, avant d'écrire pour les autres, j'écrivais pour moi. Ah, c'est ça la clé. Final. Ce chemin vers un amour plus apaisé, plus généreux, qui ne cherche plus à combler un vide, mais à partager un plein, c'est un chemin qu'on doit d'abord trouver pour soi-même. Le conseil qu'on donne aux autres, c'est souvent celui qu'on a le plus besoin de s'appliquer. Finalement, ce texte, c'est bien plus qu'une chanson sur un chagrin d'amour. C'est une sorte de parcours initiatique, en accéléré. Il nous prend par la main dans l'illusion de la passion, nous montre le mur, et puis nous indique une petite porte dérobée. Vers une forme de sagesse, vers un amour qui prend sa source en nous. C'est une invitation en fait à relire ou à réécouter ces mots en se posant la question « Quelle place ils occupent, ce fameux romantique, en moi ?» Est-ce que c'est une force qui m'élève ou un tyran qui me condamne à répéter les mêmes scénarios? Oui, ça nous laisse avec une question à méditer, je crois. Et si le véritable amour, ce n'était pas la quête désespérée de quelqu'un pour combler un manque, mais simplement le bonheur de partager une richesse intérieure qu'on a déjà pris le temps de cultiver? À bon entendeur.